Et comme ça se tenait à Paris, ben, c'était important d'ouvrir un peu et de voilà, proposer quelques artistes qui vivent ici, que nous connaissons un brin. Nous avons fait une proposition de 3 noms. Ben, parmi les trois, ben, la seule personne qui était disponible à être là, c'est ben, Gastino Massamba. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de l'avoir avec nous parce que Gastino, nous l'avons rencontré il y a de cela une petite décennie, 2003 par là, au Congo. Voilà, au Congo. Et à l'époque, je me souviens que Gastino était beaucoup plus identifié comme sculpteur. Il faisait de très belles pièces avec en terre cuite. Voilà, de très très belles pièces qui d'ailleurs avaient été présentées à la Biennale de Dakar dans les années 2000-2004. Voilà. Aujourd'hui, le travail de Gastino a énormément bougé et ben, il a comme matériau, j'ai envie de dire, de prédilection, ben, des tissus. C'est des espèces de fabriques que tu fais avec de la broderie. Tu as tronqué pratiquement le pinceau et la couleur par ben, l'aiguille et, voilà, du fil, la laine, et ainsi de suite. Et un travail qui interroge beaucoup ben, notre univers, notre rapport à la mort, notre rapport à la vie. Voilà. Ce serait intéressant de t'écouter tout à l'heure et voilà, dire un peu plus sur ce que tu fais à la lumière ben, de la thématique que tu as choisi d'aborder aujourd'hui, qui est ben, la géopolitique de l'art. L'Afrique serait-elle le nouvel Eldorado de l'art contemporain? Donc, aborder en même temps la question de la pratique de l'art lié au continent, ici et ailleurs. Et puis, je crois que ce qui nous séduit beaucoup chez Gastino, c'est son engagement. C'est un artiste qui, par rapport à son pays, se nourrit de l'histoire de son pays, la violence qu'il y a eu dans son pays, et puis ça lui permet d'avoir de la parole et de poser des gestes aujourd'hui qui interrogent. Et nous aimons beaucoup des artistes qui partent du creuset du monde pour parler. C'est pour ça que nous avons voulu que nous inventions une conversation ce matin. À toi la parole, Gastino. J'ai toujours bonjour, j'ai toujours un problème avec les micros. Et je commencerai par dire, l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent de 55 pays. Être africain n'est pas une couleur de peau. Et je ne sais pas, je vais commencer par introduire par mon travail ou encore sur le sujet. Je travaille autant qu'artiste, s'il faut le dire comme tel, ça fait plus de 22 ans professionnellement. Et je vis et travaille à Paris, j'ai mon atelier à Montreuil. Et je suis un blédard, comme on dit en France. Et donc, j'ai quitté mon pays le 7 juillet 2012. Et la France m'a refusé la régularisation de mes papiers le 7 juillet 2016. Et donc, voilà, j'ai ma famille installée ici, tout. Donc, je suis en train de voir comment ce que je vais faire. Ok, c'est pas ça le grand souci. Le grand souci, c'est de continuer de travailler autant qu'artiste. Et sur mon travail, je parle sur tout ce qui est la problématique des conflits mondiaux qu'on peut trouver de partout par le monde. J'interroge le corps humain, que ce soit dans les performances, dans l'écriture, comme dans les installations. Donc, je pourrais dire que mon travail est protéiforme. C'est comme ça qu'on dit? Ok, et aussi merci, j'ai oublié de vous dire merci aux deux Hervé, Yangem, Yumbi, de m'avoir convié pour ce talk. Et voilà. Ok. Ben, nous t'écoutons, tu fais ta présentation et puis après la présentation, ben, le micro sera à la disposition du public pour des questions, s'il y en a, voilà, les réponses. Oui, en choisissant ce thématique, je me suis posé quand même la question. Je ne suis pas fin connaisseur du marché de l'art, je suis un artiste, j'essaye d'avoir un regard d'observateur. Et voilà, donc je pense que le truc
de l'art contemporain africain, pour moi, c'est un discours ghettoisant. Parce qu'on ne parle pas de l'art contemporain européen. Pourquoi pour un continent de 54 pays, 55 pays, on va réduire ça à une spécificité de parler art contemporain africain? Je ne vois pas le terme vraiment à sa place. Et de tout cela, l'histoire commence dans... On va d'abord commencer par relater un peu comment les choses se sont installées. Et qu'en 1964, les États-Unis présentent l'artiste Robert Rosenberg, qui remporte le prix, le Lion d'Or de la Biennale de Venise, et donc où New York devient la capitale de l'art contemporain, et ça signe le déclin de Paris et de ses artistes. Et tout cela a été bien manigancé et préparé par son galériste Leo Castelli, et que son œuvre était arrivée dans le navire américain de guerre US Navy. Et donc, voilà. Et depuis ce moment-là, tous se sont installés. On a vu l'hégémonisme du marché américain qui impose son dictat de partout par le monde. Et aujourd'hui, nous assistons à l'émergence des artistes dits, entre guillemets, africains sur le marché de l'art contemporain. Et ce marché, je pense quand même que sur la géopolitique de l'art contemporain, c'est un problème qui se pose parce qu'il est dominé sur le joug de l'Occident. Ce n'est peut-être que maintenant que les Africains, entre guillemets, j'aime pas trop classer les gens par rapport à leur continent, mais bon, c'est un peu dans ce contexte, et qui commencent à reprendre un peu les choses en main avec des galéristes comme Sitor, comme Momo en Afrique du Sud, Atis, MAM, et puis un peu partout par le monde. Donc c'est une des problématiques et des questions qui se posent. Où est la place de l'artiste africain aujourd'hui? On va aujourd'hui se poser la question, oui, on a vu l'engouement un peu de partout par le monde avec ces artistes, mais est-ce que c'est vraiment le hasard d'un calendrier ou encore c'est la volonté politique des décideurs culturels et artistiques? C'est là où vraiment se pose aussi la question. Aujourd'hui, on voit des ventes se développer, que ce soit chez Bonham, à Londres, qui est le leader avec cette production. On voit avec Sotheby's et aussi avec Piazza ici à Paris, Corneille de Saint-Cyr, là où j'ai eu ma dernière vente il y a peut-être un mois et demi. Et voilà. Mais est-ce que vraiment les choses vont continuer dans la durée? C'est aussi une question que je me pose. Je pense que oui. Parce que quoi? Parce que les Africains, ils reprennent les choses en main. On voit les institutions, on voit l'implication des acteurs africains qui s'impliquent pour la récupération de leurs traditions et cultures. Par exemple, l'artiste Barthélemy Togo qui a monté une fondation à Banjul-Station pour promouvoir les artistes du monde, parce qu'il ne s'arrête pas que à présenter le travail des artistes africains, parce qu'en ce moment même, il a une exposition qui s'appelle New Art, là où je participe. Il y a 12 artistes, ça a été curaté par la curateur Marion Zilio. Il y a 4 ou 5 artistes africains, et puis les 12 autres, c'est les artistes du monde. Voilà. Je pense que le chemin reste encore à faire. Et puis, il y a aussi d'autres structures, par exemple, celle qui a monté, comment il s'appelle, Zingpe à Cotonou. On voit l'implication de la Fondation Zinsou. On voit les collections se constituer avec Syndicat Dokolo, qui est bien impliqué sur le marché de l'art contemporain. On voit le docteur Jean-Blaise Bilombo au Congo-Brazzaville. On voit un peu partout les musées se créer en Afrique du Sud et aussi au Maroc. Parce que l'autre problème à se poser, c'est quoi? Et que si on parle de la géopolitique de l'art, le conflit ou encore la confrontation pourra se poser entre le Maroc et puis l'Afrique du Sud. Parce que qu'on le veuille ou pas, ça a été toujours un peu comme ça dans la géopolitique entre le monde francophone et le monde anglophone. Donc c'est l'une des questions qui reste aussi à se poser. Qui va triompher dans ce combat? C'est vrai, c'est un combat dur parce que les deux, ils mettent la main vraiment dans la pâte.
Mais à la différence de l'Afrique du Sud, c'est des initiatives un peu privées. Et qu'au Maroc, c'est un peu plus l'implication de la famille royale, parce que même avec le musée ou la collection de Al-Zared, il a eu un peu quelques soucis parce qu'il voulait bâtir, entre guillemets, un truc plus grand que le roi. On a dit non, mais tu ne pourrais pas avoir plus de monopole que le roi. Ok, Hervé, je vais vous passer la parole. Merci pour cette présentation de l'univers de l'art que tu brosses, non seulement au niveau du continent, mais au niveau du monde également. Je ne sais pas s'il faut tout de suite embrayer sur les questions-réponses, ou parce que j'en ai, ou est-ce que ce serait peut-être intéressant pour toi de parler de ton travail. Si tu parlais de... Je ne sais pas si tu souhaites le faire ou tu voudrais que... Ok, d'accord. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser à Gastino par rapport à ce qu'il a dit, ou est-ce que je devrais... Oui, Badr, il n'y a pas un micro-baladeur. Peut-être qu'il va falloir que tu te déplaces, Badr, parce que je crois qu'il n'y a pas de micro-baladeur. Ah, il y en a un, d'accord. Non, il y en a un, paraît-il. Non, il faut le micro. 22. Allô? Mais en fait, ce que je voulais dire, pardon, ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ces institutions-là dont je parlais, privées, étaient toujours engagées aussi dans le sens de ne pas subvenir aux besoins du marché. C'est-à-dire qu'il y a une démarche, moi quand j'ai commencé avec Abdellah Karoum, c'était vraiment subventionné par des moyens propres d'artistes, de privés bien sûr à l'extérieur. Et donc il y a eu toujours cette résistance à cette volonté en fait de s'approprier ces lieux-là. Par exemple, jamais demander une subvention au ministère de la Culture et faire autrement. Donc, enfin voilà, je voulais parler de ça. Et après, il y a eu plusieurs institutions. Encore aujourd'hui, on voit de plus en plus émerger ces petits centres d'art qui font un peu que, voilà, il y a une résistance énorme à cette influence du marché. Et récemment aussi, il y a eu le 1,54, 45 ou 54, je sais 54. plus. 54. Voilà, à Marrakech, où c'était vraiment, il paraît qu'il y a eu des spéculations énormes et des ventes énormes. Et voilà, c'était la première fois aussi au Maroc. Voilà. Oui, merci. Je pense que ce que vous venez de dire, c'est très intéressant parce que j'ai séjourné au Maroc pour une résidence de création en 2012 à Ifitri. C'était avec Mostafa Romli pour les préparations de la Biennale de Casablanca, là où j'ai été sélectionné. Je pense que le Maroc a quand même son mot à dire parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'argent liquide qui circule. On le voit vraiment directement avec l'implication de la banque, par exemple la banque, la Wafa Bank,
qui a pu acquérir une énorme installation, une de mes installations. Tu vois, on ressent vraiment cette implication-là. Mais bon, après, on va voir ce que ça va donner. Hein. Moi, j'ai une question, Gastino, par rapport au tableau que tu as dressé de cet intérêt et de cette même construction d'un marché de l'art africain ou d'une figure de l'artiste africain ou de l'art africain. Comment, toi, en tant qu'artiste, de fait, qui s'inscrit dans un univers avec beaucoup de convoitises, dans ce cas-là, quelle stratégie ou mettre en place à la fois pour exister, pour se défendre, pour slalomer entre ces écueils. En fait, comment les problèmes se sont posés pour toi et comment tu as répondu un peu comment tu te débats un peu avec toutes ces structures dangereuses ou violentes ou je ne sais pas. Ok, merci. Je disais que je travaille autant qu'artiste, ça fait plus de 20 ans, et que la chance que j'ai toujours eu des gens à mes côtés, que ce soit les gens de ma famille, et que quand j'ai débuté, j'avais déjà une agent qui travaillait pour moi. Et puis j'ai toujours collaboré avec des petites galeries. Dans mes débuts, j'ai travaillé avec une petite galerie chez moi à Brazzaville. C'est la galerie Jacques Witty, et puis j'ai commencé à travailler avec une galerie bruxelloise, comment elle s'appelle, Tchétché. Oui, Tchétché Galerie, c'était à Gand plutôt, c'est pas gantoise. Et puis j'ai travaillé aussi avec une galerie à Bilbao, Calao, et puis j'ai procédé par travailler avec la galerie Jacques Bell, que j'ai quittée depuis le 7 décembre, voilà. Et là, maintenant, depuis un certain moment, je travaille avec un agent privé qui présente mon travail, qui est par le monde pour chercher des débouchés, comment faire couler le produit, parce que qu'on le veut ou pas, l'art, il devient un produit. Voilà. Donc, non, je ne me pose pas la question. Tout ce que je fais, c'est travailler. Même en travaillant, je ne me pose pas la question aussi sur les procédures du marché. Tu vois, là, depuis la dernière foire Art Paris, j'ai été accosté par 3-4 galeries et que pour le moment, je n'ai pas décidé parce que je suis parfois un peu à l'écart du marché. Je connais qu'est-ce que c'est que le marché, mais je ne veux pas que le marché puisse me dévorer. Donc, pour toutes ces problématiques de production ou de travail sur une ligne directrice, je ne veux pas vraiment, personnellement, que je sois un artiste ciblé d'un seul médium. Tu vois, depuis un certain moment, j'ai commencé à montrer mon travail sur papier. C'est un travail d'aquarelle, parce qu'ayant fait des études de beaux-arts, donc je connais un peu toute la démarche, les techniques, comment est-ce que les choses se font. Voilà. Et maintenant, depuis un certain moment que je travaille sur du fil, c'est aussi pour des raisons d'ordre écologique. C'est un travail que j'ai commencé, ça fait presque 10 ans, que j'ai commencé à montrer il y a peut-être 8 ans. Parce qu'en effet, quand je travaille, j'ai toujours un autre travail de laboratoire. En ce moment, je travaille sur ça, mais j'ai un autre travail que je n'ose pas montrer, que ce soit à mes collègues artistes, à des curateurs, pour des raisons d'ordre personnel. Moi, j'ai une question qui suit la question d'Antoine. Quand je parle aux artistes africains, il y a deux positions très tranchées. La position qui est de dire non, je ne veux pas être dans une galerie qui montre que des gens du continent africain. Je ne cite personne ici. Et d'autres qui disent oui, je veux être montré dans ce type de galerie parce que c'est une force et voilà, on avance plus facilement. Et ça me fait penser, il y a très longtemps, pour les féministes par exemple, qui était de dire est-ce qu'on fait une exposition de femmes ou est-ce qu'on fait une exposition non, on se réclame femmes, artistes, c'est pas besoin qu'on nous désigne. Voilà. Donc, c'était aussi à propos de
de la foire de l'art, concernant les artistes africains, où parfois j'ai l'impression que les gens viennent voir une sorte d'exotisme, mais peut-être je me trompe, ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a des galeries aussi qui ne sont pas du tout dans la même position, ni la même idéologie. Je trouve que c'est assez complexe. Donc est-ce que vous pourriez, tous les deux, tous les trois, ou toi, Gastino, me répondre? Est-ce que ça vous concerne aussi tous les trois? Merci. Ok. Moi, je crois que ça a des avantages et des inconvénients. Il y a 3-4 ans, j'ai discuté avec André Magnin, le curateur qui a organisé l'un des curateurs qui a organisé l'exposition, comment il s'appelait, Les Magiciens de la Terre. Et il y avait aussi, comment il s'appelle, Barthélémy Togo, et puis Pascal Martin Taillou. Donc tous on se connaît un peu parce que c'est un petit milieu. Pascal Martin Taillou et André Magnin, ils défendaient la cause et qu'il y a un art contemporain typiquement africain, parce que ça leur a permis quand même quelque part d'avoir une certaine visibilité. Barthélémy et moi, on défendait que ça n'existait pas comme tel. Et qu'André Magnin, qui prend la parole, il dit quand on voit par exemple un artiste comme Basquiat, c'est un artiste américain, mais quand on parle de Basquiat comme artiste américain, on parle beaucoup plus comme étant artiste new-yorkais. Et il réplique, oui, c'est ça, Buren. J'ai dit, oui, Buren quoi? Il me dit, oui, c'est un artiste français, mais quand c'est dans le contexte africain, il y a eu une globalisation, je ne sais pas pourquoi, ça revient un peu sur ce que vous venez de dire, il y a une certaine exotisation. Et que moi, personnellement, je ne veux plus me retrouver dans ces cases. Ça ne me plaît pas, je suis artiste, je ne suis même pas artiste congolais. Je suis artiste et puis congolais, citoyen du monde. Donc je ne veux même pas me réclamer de quoi que ce soit. J'ai des racines profondes que je n'oserais pas peut-être dire ici pour des raisons d'ordre sécuritaire. Parce que voilà, après des gens, quand ils connaissent ma famille, mais est-ce que tu n'es pas, est-ce que... Voilà, je ne veux pas rentrer dans toutes ces problématiques identitaires ou encore à se réclamer d'être artiste africain. Je ne suis pas artiste africain, je suis artiste, tout court suffit. Je pense que je partage, pour répondre à ta question, Sylvie, ce point de vue-là, les thématiques que j'aborde aujourd'hui sont des thèmes qui peut-être sont ancrés dans des éléments qui sont facilement rattachés au continent, mais la manière d'aborder ce travail, d'aborder le traitement de ces thèmes-là, c'est d'une manière assez ouverte. C'est pourquoi je suis dans la production d'objets hybrides, beaucoup plus. Quand on dit hybride, ce ne sont pas juste des éléments d'un coin, mais ce sont des... Voilà, c'est comment être à l'endroit où nous sommes, où je suis. Donc, je vis en Afrique, c'est un choix. Je suis traversé par des ondes qui sont produites par tout ce qui s'y passe. Comment être à cet endroit-là et être en même temps en résonance avec l'univers tout entier. C'est ça la réalité. Et quand je me présente, c'est pareil. Je me présente comme un artiste tout court, originaire du continent africain. Donc, pas forcément artiste africain. Et je refute, moi aussi, cette idée-là de vouloir m'enfermer dans un rapport avec des galeries qui ne défendent que des artistes d'une partie du continent, du monde, donc notamment de notre continent. J'aurais pu très tôt collaborer avec des galeristes si j'acceptais certaines propositions. Parce qu'il y a pas mal de galeries qui sont dans ce registre-là, qui se sont approchées de moi beaucoup plus tôt. Je ne voulais pas. J'ai commencé à collaborer sérieusement avec d'ailleurs une galerie, je n'ai eu qu'une galerie, en 2011. Elle est basée à New York. Elle est beaucoup plus ouverte. Voilà. Donc, du coup, voilà. Il n'y a pas cette volonté-là de s'enfermer dans un carcan ou dans un cocon qui n'appartient qu'au continent africain, mais être ouvert, être libre, être un citoyen du monde, mais qui est originaire d'un endroit de ce monde-là. Donc ça veut dire que tu ne participerais pas, si tu étais invité maintenant, comme les 2 dernières expos qu'il y a eu à Paris, tu refuserais de participer, comme l'exposition de la Villette, ou l'exposition... tu vois ce que je veux dire? Il y a 2 choses, c'est-à-dire que tout dépend du projet. Si un travail, si une exposition qui concerne l'Afrique, je ne renie pas d'être africain. Je dis, je suis originaire
de ce continent, mais je ne veux pas avoir la casquette d'artiste africain. C'est ce que j'ai dit. Il y a une nuance entre les deux. Je suis originaire du continent africain, mais je ne me définis pas comme un artiste africain. C'est-à-dire que les thématiques que j'aborde, même ce sont des thématiques qui reposent fondamentalement sur des réalités de l'endroit d'où je viens, en les abordant, je ne les aborde pas de manière fermée, je les aborde de manière très ouverte. Voilà, donc c'est pourquoi quand on regarde, je parle bien d'hybridité, quand on regarde les travaux que je fais, on peut tout de suite penser à l'Afrique quand on voit ce travail. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, un artiste africain qui travaille avec le masque, ok, d'accord, c'est bon. J'ai souvent entendu cela, mais ces personnes le disent parce qu'elles ne se sont pas interrogées et n'ont pas vu ce que je fais. Si elles voient ce que je fais et s'interrogent sur ce que je fais, elles comprendront que ce n'est pas un travail qui s'enferme sur le continent africain. C'est ouvert. Voilà. Je pourrais participer à de telles expositions si le but, si le projet est un projet ouvert, mais pas un projet qui veut faire de moi un artiste qui a la casquette voilà, d'un bonhomme du continent. Et puis le masque n'est pas seulement africain. Hein. Donc, je pense que même si on prend de temps en temps nos sources dans les lieux où nous sommes, l'expression, la sensibilité qui se dégage de notre travail, est-ce que quand on parle de sensibilité, doit-on y mettre un lieu? On dépasse les lieux parce que nous sommes traversés par le monde. Je suis sûr, quand je suis dans mon village à Balassier et que je suis en train de faire des rites, de temps en temps, les gens écoutent la radio. Il y a des informations qui viennent de partout du monde. À partir de ce moment, ça change tout. Je ne suis plus simplement à ce lieu-là. Je suis dans le monde. Et notre position est celle-là. Ce n'est pas parce que nous venons d'un lieu que nous sommes figés à ce lieu. Nous sommes ouverts au monde et lorsque nous travaillons, notre exigence est d'aller au cœur du cœur de l'homme pour qu'il n'y ait plus à cet endroit-là ni de frontières et que ce soit la sensibilité qui parle. Notre posture, elle est là. Et bien entendu, on ouvre des références aussi à nous, à l'endroit où nous sommes, pour permettre que les gens comprennent d'où nous parlons, d'où vient notre parole. Et c'est à cet endroit-là, finalement, que l'échange sur des lieux sensibles devient intéressant. Parce que mettre des mots à partir des lieux qui nous habitent ouvre la possibilité de l'échange, de voir les différences. Et nous travaillons à cet endroit. Oui, pour continuer la conversation. Moi, tout à l'heure, ce que j'ai envie de poser la question que je posais à Gastineau, parce qu'en fait, en réalité, le fait que nous vivons sur le continent, nous entendons, nous suivons par les revues, on parle de l'art contemporain et plein de choses se font toujours ici. Et parfois, c'est une distance. Et je veux savoir, est-ce que tout l'engouement qu'il y a en ce moment ne cache pas la forêt? Dans ton expérience précisément, est-ce que le fait qu'il y ait des expositions qui se passent dans certains lieux qui maintenant sont en train de faire que l'art contemporain venant d'Afrique soit vu, est-ce que cela fait que les galeries ici en France sont ouvertes à travailler avec des artistes du continent? C'est la première des questions. Et la deuxième des questions, as-tu eu l'expérience avec les FRAC par exemple? Est-ce qu'elles sont ouvertes à acheter des œuvres d'artistes du continent? Je pense qu'il y a, au niveau de la France, il y a un désintérêt des acteurs politiques. Disons les choses franchement. Moi, je dirais que c'est une situation d'opportunisme. Voilà. Parce que la France a attendu que le Hola puisse être donné par le monde anglophone. Oui, pour qu'elle, de son côté, elle puisse profiter un peu de ces rebondissements. Parce qu'en effet, les choses commencent à Londres avec
154, et puis voilà. Et je pense que aussi même que pour cette ghettoisation de ces foires-là, elles vont disparaître. D'ici 10 ans, elles vont plus exister parce que c'était juste pour donner une certaine émergence à une scène et à un marché donné. Et en France, on peut quand même trouver un peu quelques galeries, mais bon, sauf que ça commence un peu à bouger. Par exemple, on peut trouver des artistes comme Omar Baye, qui est un artiste sénégalais, chez Daniel Templan. On peut trouver New Barreto, qui est un artiste guinéen, chez, comment il s'appelle, Nathalie Obadia, parce qu'il travaille maintenant avec Nat. Donc les lignes sont en train quand même un peu de bouger. Mais sauf qu'on veut quand même, il y a toujours un peu, bien que ces galeries soient des structures privées, mais on est encore en France dans un rapport de colonialité. Tu vois, par exemple, on va trouver des expressions comme « je vais manger africain ». Tu vois, moi, quand je fais un peu de l'humour, je dis « ah oui, mais j'ai été avec ma tante avocate, on va manger européen ». Tu vois, parce qu'on fait des cours de théâtre ici en France, j'ai beaucoup d'humour qui peuvent déranger aussi un peu, beaucoup de susceptibilité. Mais c'est des choses que j'assume parce que je sais, c'est par l'humour qu'on dit certaines choses. Et pour les fracs, je ne fais pas la démarche. Normalement, je ne suis pas un artiste qui est derrière un plan de carrière. Donc ça ne m'intéresse pas. Si ça m'intéressait, je quitterais pas, j'aurais pas quitté Jack Bell. Tu vois, Jack Bell, c'est quand même parmi l'une des meilleures galeries de Londres. Tu vois, quand je dis je quitte Jack Bell, et ils étaient un peu de leur côté un peu surpris parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt, parce que quand ils ont présenté mon travail à Londres et que le travail n'a pas été bien présenté, tu vois, moi ayant pas la bouche dans la langue, et comment on dit, ma langue dans la poche, et que j'ai rebondi, je les ai fait savoir et qu'ils n'étaient pas contents. Et puis, quelques mois plus tard, c'était le 7 décembre, je leur ai écrit, j'ai dit, bon, je quittais, on arrête toutes les ventes, voilà. Donc, je ne cours pas des carrières, je sais tout ce que je peux faire, je fais mon travail lentement, sûrement. Cela, pour moi, l'art, pour moi, c'est un partage. En débarquant à Paris, et que ça a été un peu très difficile parce que quand tu quittes quand même ton pays manu militari, c'est très difficile. Donc je suis venu en short et Dina met un sac à dos avec 1060 € dans la poche, tu vois, et c'était l'unique somme que j'avais un peu chez moi parce que j'avais plus le droit de faire des retraits en banque. Parce qu'en effet, j'ai couru des problèmes politiques lors de mes 2 dernières expositions. La première à Pointe-Noire et puis l'autre au Centre culturel français. Donc je dirais des choses. Franchement, j'ai été instrumentalisé par les officiels français qui travaillent là-bas, le directeur du Centre culturel français de Brazzaville et puis le directeur artistique. Donc j'ai présenté une très grande installation parlant sur la dictature et les problématiques de pétrole. Donc j'ai couru un interrogatoire musculeux de 7 heures, 13 millions. Voilà, donc, et puis quand je suis arrivé en France, j'ai demandé l'asile. Donc j'ai attendu 4 ans. Voyez un peu, 4 ans. Et donc, j'ai été à la préfecture 16 fois. Voyez. Et je ne sais pas, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas toutes ces réalités. Donc, quand tu vas à la préfecture à Paris, parfois c'est un peu très difficile. Donc, tu es obligé de te réveiller 4 heures du mat pour être reçu parfois à 10 heures. Et tu es reçu à 10 heures, mais ce n'est pas fini parce qu'il y a une chaîne de gens et tu quittes là-bas à 16 heures. Donc j'ai été 16 fois à la préfecture et comment ça s'appelle, à l'OFI. Quand ils m'ont entendu, les officiels, ils m'ont dit mes propos ont été confus et non, peu circonstanciés et confus. Pourtant tout était noir et blanc écrit. Tu vois. Et qu'à la procédure, il fallait passer avec la CNDA, qui est la Cour nationale de droits de demandeurs d'asile, et que j'ai eu 3 personnes dans le truc. Et ils n'ont jamais vraiment donné des vraies raisons comme telles, parce que c'était un problème qui impliquait des relations entre la France et le Congo. Vous voyez, parce que le président qui est là, qui est aux affaires, ça fait plus de 35 ans qu'il est aux affaires. Donc c'est un préfet de la France, parce que même là, il était à son dernier mandat, et la France l'a reconduit
avec le président Hollande qui dirait un mot. Le président Sassou Nguesso est libre de consulter son peuple. Donc c'est une gage de crédibilité à une dictature. Quand les Africains ils vont dire que la France continue à appuyer les dictatures, la barbarie, on va dire encore les Africains se plaignent. Et ici on dit il faut oublier. On ne peut pas oublier comme ça facilement. Quand le passé est présent, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est très dur. On peut pas. C'est très dur. Comment oublier au moment où que ces pays ils sont pillés, voilà, et qu'ils sont des terrains de jeu. On ne peut pas. Personnellement, pour moi, il faut qu'il y ait des excuses publiques pour que les choses puissent voilà, changer. Tout à l'heure, Gatineau finissait son propos avec un mot qui m'a presque donné le frisson. Quand il a dit « on n'y peut rien, l'art est devenu une marchandise ou un produit ». Non, il a dit « produit ». Qu'est-ce qu'on peut compter ça? Et puis j'ai entendu dans l'intervention d'Antoine tout à l'heure, il parlait de gens ou de lieux dangereux. J'entends derrière tout ça aussi cette préoccupation qui s'exprime dans diverses publications depuis un petit moment, hein, entre Annie Lebrun il y a quelques jours, ce qui n'a pas de prix, entre Aude de Queyros, l'imposture de l'art contemporain, et d'autres textes, Nathalie Quintin, l'art et l'argent. Il y a une vraie préoccupation sur le statut de la création qu'on dit contemporaine aujourd'hui, et de sa collusion avec ce qu'on appelle dans un langage empoulé la plutocratie, les puissances de l'argent. Je me pose la question, est-ce que les artistes africains qui créent, ou les artistes d'Afrique qui créent, sont conscients de l'arraisonnement par les puissances de l'argent d'une force critique qu'ils arrivent à retourner à leur propre profit, et ce que Lebrun appelle aujourd'hui, on va dire, l'insignifiance, vider le geste artistique de toute sa portée critique et politique pour en faire une marchandise, un objet qui sera collectionné par un Bernard Arnault, par un François Pinault ou par je ne sais trop qui. Comment est-ce que les créateurs du continent africain perçoivent cette évolution-là, sachant en plus qu'elle s'inscrit, cette évolution, dans une dynamique globale, celle qu'on appelle aujourd'hui le soft power, où tous ces pays rivalisent à coups de musées, qui met un Guggenheim à Bilbao, qui met le Louvre à Abu Dhabi avec Jean Nouvel, etc., etc. Est-ce que les créateurs africains ont conscience de ça, et comment est-ce qu'ils, je n'aime pas le mot se positionner, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, j'aime bien t'entendre dire qu'effectivement, tu t'es fait jeter littéralement de ton pays pour une installation qui visait Sassou Nguesso, le pétrole et tout, etc. La fonction critique de l'art, il me semble que c'est celle-là aussi en tout cas, c'est de révéler, de dire et de mettre le doigt où ça fait mal, certainement. Sauf que quand tu le fais là-bas, clair, tu te mets en danger, tu prends des risques. Une fois que tu le fais ici, tu es peut-être plus protégé, tu vois. Mais de le faire ici, et en plus Londres, Paris, New York sont à ce jour toujours, et jusque quand je me pose la question, les centres de validation de l'esthétique contemporaine. Est-ce qu'un jour il est possible d'imaginer que nous validions nous-mêmes l'art qui est produit à Douala, à Kinshasa, à Abidjan, et voilà, peut-être en dehors de cette captation dont la production contemporaine est aujourd'hui l'objet? Oui, merci Lionel. Déjà, je pense que aussi c'est des questions on discute beaucoup de toutes ces questions avec Barthélemy Togo, parce que c'est quand même un artiste avec qui on s'entend très bien, avec qui je vais voir un peu de travaux, qui me conseille autant que petit frère.
Je pense qu'il faut quand même, quelque part, il faut aussi prendre conscience de ça. Parce que quand Léo Castelli il crée son mécanisme, il sait qu'est-ce que c'est. C'est lui qui crée un peu le soft power, parce qu'il sait qu'est-ce que ça peut apporter. L'art contemporain, de plus en plus de nos jours, il est cru et vide. C'est à chacun de comprendre. Et que tout ce que les gens ils veulent avec l'art contemporain, c'est bien. On ne veut pas l'art contemporain militant. On veut un art vendeur. Voilà. Qui est le buzz avec le Ballon d'Oug à 50 millions de dollars, avec les Basquiat, ça intéresse les gens. On voit comment ce que parce qu'on ne va pas dire c'est un marché, on va dire c'est quand même un système. Parce que le marché, il est régi par des lois et des règles. Or que dans un système, il y a un truc opaque qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on assiste à des ports francs, à des ventes privées, là où personne ne sait. On regarde, il se constitue en lobby avec des monopoles, avec des pratiques de trust. Par exemple, les monopoles, on le voit avec la famille Mograbi, avec les œuvres de, comment il s'appelle, Andy Warhol. C'est des choses qui sont un peu interdites dans le monde des affaires. On ne peut pas trouver des telles situations, que ce soit dans le pétrole ou encore dans les matières premières. Donc c'est vraiment un système. On le retrouve avec le blanchissement d'argent sale de la mafia russe et aussi des Chinois. Voilà, un peu de partout, même aussi, on va dire, au continent. Les riches familles qui pillent les richesses du sous-sol, ils investissent un peu dans l'art. Je vais prendre un peu l'exemple de mon pays, c'est plus simple. Par exemple, la famille qui est au pouvoir, ils se sont constitués une collection au dos du peuple. Ils achètent, par exemple, un peintre qu'on appelle Goten, qui est le deuxième peintre de la génération de l'école de peinture de Poto-Poto, qui a eu une vente dernièrement ici à Piazza, parce que c'est un proche c'est un peintre qui est proche de leur ethnie, c'est un fils de la veuve, il remplit tous les critères qu'on peut avoir. Mais c'était quand même un peintre très intègre, parce qu'il a fait aussi il a fait école d'art déco ici en France, il est rentré, il est mort il y a 8 ans. Voilà. Et ils se sont constitués aussi une très grande collection des arts classiques africains, en montant même un musée qui s'appelle le Musée du Bassin du Congo. Tu vois, hein, le Musée du Bassin du Congo, ils ont une succursale de galerie ici, sur la rue Vanneau, oui, dans le 7e, rue Vanneau. Ils ont un bureau de la géopolitique qui est juste en face. Tu vois, tu comprends. Mais après, disons les choses, il ne faut pas se voiler la face. Voilà, j'ai ma tante qui est directrice de cette galerie et puis conseiller du président à la culture. Donc tu vois, quand même, je suis impliqué directement aussi proche de ce système-là, mais moi, je ne veux pas avoir une responsabilité. Moi, autant qu'artiste, je dis des choses comme je peux le dire. Il y a des fois, ma famille qui me le reproche et dit, mais comment tu peux dire aussi des choses comme ça? Je le dis parce que je sais, autant qu'artiste, j'ai une responsabilité. Je ne suis pas un comédien, je ne peux pas jouer des rôles. Moi, ce ne serait pas une question, mais ce serait une contribution en tant que celle qui préside depuis 8 ans une grande école faisant dans les arts. Vous voyez qu'après 59 ans, ce n'est qu'en 8 ans qu'on a pensé qu'on pouvait mettre en place une école des arts. Donc, je ne voudrais pas qu'on globalise l'Afrique, parce que chaque pays a son expérience. Quand on va, par exemple, dans un pays comme la RDC, la République démocratique du Congo, c'est des gens qui ont compris le pouvoir que pouvait exercer l'art avec l'ancien président Mobutu. Ce qui n'est pas le cas pour le Cameroun. Dans l'imaginaire populaire, par exemple, dans mon pays, c'était que ceux qui ont fait les arts sont des personnes qui ont raté leur vie. Ce sont des errants,
ce sont de je ne sais pas quoi, tous les épitaphes qu'on pouvait leur attribuer. Je crois que c'est maintenant qu'on essaie de comprendre que ceux qui font de l'art ne sont pas des imbéciles ou bien ceux qui ont raté leur vie. Donc, du coup, nous n'avons pas un marché des arts. Je crois que les deux messieurs qui sont devant vous, et Tougo et autres, sont ceux qui se battent même maintenant pour la reconnaître avec Marline. Je crois que Marline a apporté un très grand changement dans la perception même de l'art au Cameroun. Mais maintenant, il faut aussi différencier les personnes, parce que vous avez des artistes, ce n'est pas seulement au niveau des arts plastiques, c'est dans tous les domaines, des artistes engagés, comme M. Assamba, qui disent cruellement, en fait, pour eux, leur art, c'est pour changer la société. Il dit, attention, c'est ceci, c'est cela. Et vous avez d'autres qui font de l'art, peut-être pour gagner leur vie. Mais que ce soit vous, ou bien ceux qui sont engagés, il faut bien que vous puissiez vivre de votre art. Donc, on peut se dire, oui, je fais de l'art, je veux dire des choses pour changer le monde, mais à travers cela, puisque c'est votre métier, il faut bien manger, vivre. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on ne peut pas ne pas dire qu'on ne s'intéresse pas au marché. Il faut bien qu'il y ait un marché. Et c'est pour ça que nous, dans notre école, nous avons mis en place l'entrepreneuriat culturel. Comment se faire vendre? Comment vivre de son art? Parce que c'est l'inquiétude des parents. Puisque chez nous, ce sont les parents qui payent l'école. Je le dis sous nos étudiants qui sont là. Je crois qu'eux, ils ont pu braver l'autorité parentale pour pouvoir faire cet art. Parce que ce ne sont pas tous les parents qui l'acceptent, et encore même très peu. Chacun aimerait voir son enfant être médecin, avocat, ingénieur, ainsi de suite. Une fois que vous dites que je viens faire les études des arts, les parents vous disent, vous-même, vous allez trouver de quoi payer vos études. Donc, je voudrais dire ceci, non, on ne peut pas ne pas s'intéresser au marché de l'art. On doit s'intéresser parce qu'on doit vivre de cet art. Il y a aussi autre chose. Ça concerne... Oh là là, oui. Non, parce qu'il faudrait que les personnes qui sont ici sachent la réalité de l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas globaliser l'Afrique. Chaque, comment dirais-je, par exemple en Afrique de l'Ouest, l'art est bien développé. Déjà, vous avez les biennales et autres où les gens viennent exposer ce qu'ils ont à faire. Et puis, je voudrais dire autre chose. Personne ne peut dire, je suis à l'international, je ne voudrais pas qu'on me donne une casquette. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez jamais où vous allez. Nous sommes dans un monde en mutation. C'est vrai, moi, j'épouse les idées de Yamgen, de Yumbi, qui disent, oui, nous venons de quelque part. Nous avons quelque chose en nous qui est le nôtre. Mais maintenant, comme nous ne pouvons pas vivre en autarcie, parce que nous sommes dans un vase communicant, nous partons de ce que nous avons pour pouvoir communiquer avec les autres. C'est ce qu'on appelle s'ouvrir aux autres tout en restant soi-même. Merci. Moi, je tiens juste à faire une précision parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne le savent pas, enfin certaines personnes, c'est que Marilyn, c'est Marilyn Douala Mangabel qui dirige le centre d'art de Douala à Douala, qui est le seul centre d'art et qui de fait ouvre toutes les questions actuellement sur l'art contemporain au Cameroun. Donc c'est important parce que c'est un combat magnifique, je dois dire. Oui, moi je voulais un peu reprendre à Madame la directrice. N'oublions pas que l'art brasse toujours l'argent. Les artistes ont toujours été très proches des puissants. Voilà, on a vu des Médicis jusqu'à aujourd'hui, des Pinault, des Arnaud. Voilà, donc ça a été un peu toujours comme ça. Et puis aussi revenir un peu sur la question, et que je trouve que beaucoup d'artistes classés africains, ils sont
ils subissent un procès à tort, et que c'est comme s'ils ne devaient pas s'intéresser à leur culture. Pourtant, tous les grands artistes se sont intéressés à leur culture. Aujourd'hui, on voit avec la Chine, Fanzi ou quoi, ils font des trucs qui s'inspirent de, comment ça s'appelle, du socialisme de Mao. Pourquoi est-ce que si c'est des artistes qui viennent d'Afrique, ils n'ont pas droit de s'y intéresser à leur culture? C'est aussi, voilà, ils sont dans la mondialisation. Voilà, comme Picasso, il s'inspire sur les masques africains. Est-ce qu'il est classé africain? Oui. J'ai l'impression, depuis tout à l'heure, en fait, vous parlez de l'œuvre-objet, et il n'y a pas que ça, en fait. Je ne suis pas d'accord que vraiment ce lien avec le marché de l'art, les riches, etc., c'est pas vrai. Il y a un art qui est immatériel, qui est, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de la recherche aussi, que ce soit européenne sur l'Afrique ou l'Afrique sur l'Europe ou sur le monde. C'était le cas d'une œuvre, en fait. Elle doit être rhizomique, quoi. Donc, et depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous parlez de l'œuvre-objet. Donc, je sais, par exemple, j'ai une amie qui travaille beaucoup sur l'Afrique et, par exemple, qui a essayé de postuler plusieurs fois pour la Biennale de Dakar. Et en fait, elle ne peut pas parce qu'elle n'est pas africaine. Il faut avoir un passeport ou se justifier d'être africain. Donc, qu'est-ce qu'on fait de sa recherche à elle, par exemple? Et pourquoi on ne l'accepte pas en Afrique? Et c'est de la recherche, ce n'est pas une œuvre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'art immatériel? Oui, quand je parle de l'art objet, je parle sur le contexte du marché. Voilà, je ne passe pas à côté, je sais qu'est-ce que c'est que l'art, j'ai fait des études d'art, j'essaie d'apprendre tous les jours un peu de l'histoire de l'art parce que ça reste toujours un peu à se travailler. Et voilà. Je voulais rebondir aux préoccupations de Lionel tout à l'heure, quand il disait que est-ce que les artistes contemporains africains, par rapport aux questions sur le milieu, l'argent sale qui tourne dans le milieu de l'art et tout, en fait, je pense que ces questions-là, nous les savons, mais en réalité, nous travaillons en dehors de cela, puisque nous travaillons dans la réalité aussi des lieux où nous sommes. Parce que lorsque nous avons décidé de créer le collectif Capsiki et de l'installer à Nubel, c'est un choix précis d'être dans un lieu où on pose des gestes artistiques, finalement, où ce n'est pas sûr que ça rentre fondamentalement dans un marché et que le but soit de la reconnaissance du marché. C'est comment l'art travaille dans un lieu et où les artistes, on amène des artistes à être au cœur des lieux où les gens vivent. Et je pense que l'expérience, ce qui se passe d'ailleurs même à Douala avec le salon urbain, tout ce travail que Marilyn fait à inviter des artistes qui viennent de partout, tout le travail qu'elle fait d'aller chercher de l'argent pour qu'il y ait une réflexion qui se fasse à partir du continent, je ne suis pas sûr que ce travail, la réalisation de ce travail sur la ville de Douala rentre fondamentalement dans le marché. C'est situé en dehors de cette histoire de bulle d'argent, j'ai l'impression. Et je crois que la posture que nous avons choisie de vivre sur le continent est aussi à cet endroit-là. C'est que nous faisons notre art, c'est pas sûr que ce que nous faisons peut-être va rentrer dans ce marché de bulles d'argent, mais nous sommes conscients qu'il est important que nous travaillons à partir de nos lieux de vie, parce que c'est là, effectivement, qu'il faut ramener la sensibilité chez nos frères qui ne connaissent pas ce que c'est que l'art, chez nos frères qui ne savent pas les enjeux politiques qu'il y a dans l'art. Encore une question, dernière question, parce qu'on va devoir...
Je vais faire rapide parce qu'on m'a dit qu'il faut faire rapide. Alors, mais pourtant, c'est une question très complexe. Mais bon, je fais rapide. C'est justement, j'étais très contente d'écouter votre intervention. Vous m'entendez? Dans le sens où que je trouve votre parole est assez pertinente et franche, étant donné que, même si je ne suis pas africaine, hein, mais je viens de la Chine, donc je pense que, même si aujourd'hui, économiquement, il est en montant, mais c'est quand même une autre culture en dehors de la culture européenne, occidentale. Et ce qui est de réalité, qui fait rapprochement entre l'Afrique et la Chine, que j'ai beaucoup discuté sur place lors de mon séjour à Douala avec les artistes locaux. Alors, je vais faire simple, c'est juste, j'ai été particulièrement sensible à le mot d'instrumentalisation que vous avez dit tout à l'heure. Donc, comment l'enjeu d'artiste, sa positionnement dans cette instrumentalisation du monde art contemporain aujourd'hui qui est très présente, peut-être plus que jamais, je ne sais pas, mais tout le monde a tendance, enfin pas tout le monde, mais souvent on a tendance un peu à nier ça au nom de la liberté de création d'art contemporain, au nom de l'art conceptuel, au nom de tout ça, mais derrière c'est quoi? Derrière où est la place d'artiste? Regardez aujourd'hui, un artiste c'est quoi? Déjà, si un artiste, pour sa réussite, ne fait pas la servitude, c'est déjà très bien. Donc, voilà, c'est justement instrumentalisation de tous les sens, de marché et d'institutions, de politiciens, d'artistes lui-même. Voilà. Oui, on va encore revenir un peu sur la question de la géopolitique. Par exemple, la chance que, quand on parle que l'Afrique pourrait devenir le nouvel Eldorado de l'art contemporain, parce que cela s'explique. Et que, pourquoi et comment. En 2007, si j'ai bonne mémoire, oui, en 2007, Malik Sidibé il remporte le Lion de la Biennale de Venise, attribué à Robert Storr, qui était le directeur artistique. Quelques années plus tard, on voit si El Anatouy. Et avant El Anatouy, il y a le pavillon angolais qui remporte en 2013. Donc ça suit. Donc c'est quand même des signes annonciateurs que des choses sont en train de se faire. Je vais prendre par exemple un exemple très simple. La Chine. Je ne connais pas trop beaucoup de réalités. Il y a combien d'artistes qui ont eu le prix, le Lion de la Biennale de Venise? Il y en a peut-être, moi je connais, il y a K.O. en 99, ouais. Il y a K.O. parce que ça s'explique aussi, K.O. parce qu'il vit aux États-Unis. Voilà, quand tu vois dans le truc, on dit un artiste chinois, tu vois, c'est encore l'instrumentalisation. Oui, voilà. Donc ça rejoint un peu tout ce milieu de l'art qui est un milieu très opportuniste, voilà, et hypocrite. Oui, hypocrite, il faut le dire haut et fort, voilà. Après, la chance qu'on a pour les Français, ils ont quand même de grands acteurs qui sont très présents sur ce monde-là. Tu as Thierry Herman, et puis tu as François Pinault, parce que François Pinault, il contrôle toute la chaîne de l'art. Oui, je sais qu'il n'achète pas beaucoup d'artistes français. Voilà, mais il en achète quand même un tout petit peu. J'ai dit la chance parce qu'il est quand même quelqu'un de très puissant et influent, parce qu'il contrôle toute la chaîne, il contrôle la production. Par exemple, la production de Ernst à Palazzo Grassi, c'est lui qui l'a faite. Et il a des parts dans des galeries qu'on ne va pas citer, parce que, voilà, il va avoir un musée là à la Monnaie, et on sait, voilà, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Voilà, mais bon. Voilà, merci Gastino, ce fut un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci pour ton intervention. Merci au public. S'il y a d'autres questions, ça continuera en coulisses.